Bonjour, je suis vraiment contente d'être ici. Vous savez, une des premières révélations que j'ai eues dans ma carrière en management, je l'ai eue ici à HEC Montréal dans un cours de management culturel. J'étais dans mon cours et le professeur Wendy Reed nous a présenté un texte, le texte de Makodi, sur le leadership. Il s'appelle « Narcissistic Leaders ». The Incredible Pros in the Inevitable Cons, qui était paru dans le Harvard Business Review. Il parle des leaders narcissiques, comment ils impactent le monde, comment ils font peut-être du tort aux organisations. Mais bizarrement, ce n'est pas ce que j'ai retenu ce jour-là. Cet article parlait du bras droit de ces leaders, leur sidekick. Et tout d'un coup, quand j'ai lu l'article, je me suis dit « Ah, mais moi, je suis le sidekick ». J'ai trouvé que mon rôle était très important dans cette organisation. Mais après, je me suis rendu compte que je n'avais pas peut-être bien lu ou que l'article ne mettait pas en perspective les effets néfastes de ce type de leadership sur les autres personnes et sur l'organisation. Quelques années après avoir lu l'article, ce qui devait arriver arriva. Par un jour monotone d'hiver, il faisait froid, il faisait gris. Vous savez, ce jour de janvier où on dit que c'est le jour le plus déprimant de l'année, je me suis dit que c'était intenable, que j'en pouvais plus. La tension entre mon désir d'épanouissement et l'engagement profond que j'avais pour cette organisation était à son comble. C'était vraiment difficile, mais j'ai décidé qu'il fallait que je démissionne. Et j'ai démissionné. En même temps que le deuil a été vraiment difficile, et il est encore parfois aujourd'hui, j'ai eu une sensation dans mon corps vraiment importante. Enfin, je sentais que je m'honorais. Enfin, je sentais que je me donnais de la place. Et à partir de ce jour, je me suis dit qu'il fallait que je m'honore, en fait, de façon consciente. Mais comment le faire? Dans la post-pandémie, à l'heure où on parle de démission silencieuse, on parle de désacralisation du travail, il me paraît de plus en plus important de s'honorer dans la vie et au travail. Et pourquoi? Parce qu'il faut s'ancrer, avoir un sentiment d'appartenance, sentir que notre intention, elle est claire, développer une confiance envers nous-mêmes, mais aussi entre nous, pour briser le sentiment d'isolement. Quand on travaille dans une petite organisation artistique, on se sent souvent isolé. Et parce que je crois que nous avons besoin d'être vivants et authentiques. Oscar Wilde dit « Soyez vous-même, parce que les autres sont déjà pris ». Vous me direz, oui, c'est bien, comment être authentique, comment être soi-même. Vous savez, cette année, pendant ce cheminement, j'ai été accompagnée par 2 coachs formidables. Franchement, je les adore. Ayla Vejani et le Dr Yasha Khosroani travaillent sur la neuroscience et sur le fonctionnement du cerveau pour accompagner les personnes dans leur changement, dans leur cheminement. La première question que mes coachs m'ont posée et qu'ils posent à toutes les personnes, c'est quelles sont vos 3 valeurs essentielles? Et après, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait. Mes propres valeurs ne correspondaient pas au fonctionnement de l'organisation. Et j'ai envie de vous donner ce conseil aujourd'hui aussi. Quelles sont les valeurs qui font que quand vous marchez, quand vous vous tenez devant les gens, vous pensez que vous êtes la meilleure version de vous-même? Vous sentez que vous êtes bien à votre place. Vous le sentez dans votre corps. Je pense que ces valeurs nous permettent de mieux prendre nos décisions, d'orienter nos comportements, de donner une manière à la façon dont nous serons en relation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. C'est comme une entente qu'on prend envers nous-mêmes, morale pour vivre avec intégrité. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis restée 20 ans dans cette organisation culturelle. J'étais comme dans un état de
d'hypervigilance et de douce révolte. En fait, chaque jour, frénétiquement, j'essayais de me contrôler. Ce que je devais dire ou ne pas dire. Ce que je devais faire ou ne pas faire. À qui je devais parler ou ne pas parler. J'étais danseuse. Comment bien tenir mon corps? Toujours. Je contrôlais tout. Mais en fait, j'étais comme une adolescente parce que ça commençait à craquer, cette histoire-là. Je commençais à me révolter, mais en même temps, je gardais ce maintien de contrôle. Ce que j'ai fait, c'est qu'au fil du temps, je commençais à tester ma capacité d'être à l'extérieur de la maison. Parce qu'en fait, dans cette hypervigilance, ce que je ressentais, c'est que ma manière d'être, mon authenticité d'être et de penser était constamment critiquée, constamment réévaluée. Donc, j'ai dû aller à l'extérieur pour tester ça, comme une vraie adolescente. Donc, j'ai étudié, j'ai été dans plusieurs organisations, associations, je me suis impliquée chaque jour. Et je sais que pour certains, ça, c'est naturel. C'est élargir son réseau. Mais pour moi, c'était de la survie. Il fallait que je me retrouve quelque part et que j'ose être moi-même ailleurs. Et maintenant, je me dis que ce n'est plus de la survie. Et en fait, je suis très fière que ces événements de survie, c'était un instinct féroce de survivance qui m'a permis d'aller plus loin. Et je vous conseille cela, en fait, d'essayer d'autres expériences, de vous mettre sainement au défi. Je suis restée 20 ans, je le dis, encore dans cette organisation. J'aurais pu m'auto-flageller d'avoir supporté ces souffrances. J'ai décidé de ne pas m'auto-flageller. Au contraire, c'est le chemin que j'ai vécu à travers toutes ces années qui sont qui je suis aujourd'hui, la personne que vous voyez devant vous aujourd'hui. Et j'ai dû utiliser beaucoup de compassion envers moi-même, ce qu'on appelle aussi de l'auto-compassion. Mon cher coach, Yashar Khosrowani, a dit que la capacité d'avoir de l'autocompassion, c'est ce qui nous permet de créer une sécurité intérieure émotive. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être validée par les autres. Pensez ce que vous voulez, mais ma sécurité intérieure, elle est précieuse et j'y tiens beaucoup. Khosrowani a dit aussi que, selon les études scientifiques, l'autocompassion est le plus puissant moteur au niveau psychologique et neurologique pour affronter les difficultés. Comment avoir de la compassion envers soi-même? Je vous conseille de vous parler à vous-même comme si vous parliez à l'être le plus cher pour vous. Prenez les décisions qui vont vous soutenir. Pensez à votre plus tendre ami. Quel conseil lui donneriez-vous? Donnez-le à vous-même. D'ailleurs, en 2021, il y a un livre sur la compassion qui est sorti, celui de Kristin Neff, Fierce Self-Compassion, How Women Can Harness Kindness to Speak Up, Choosing Their Power and Thrive. Les femmes sont invitées à utiliser l'autocompassion pour affronter et continuer à être elles-mêmes. Cette autocompassion, elle doit s'incarner aussi. Je vous rappelle que je suis danseuse et que pour moi, sentir la cohérence de mes gestes dans mon corps, c'est vital. Je suis très inspirée par plusieurs autrices afroféministes. Un poème de Toy Terrycott parle notamment de la joie comme acte de résistance. Et cette phrase me dit, comme Audre Lorde le dit dans son texte « L'érotique comme puissance », que quand on sent l'importance des actions que nous menons dans notre corps, que nous vivons avec passion et que nous ressentons dans nos corps ce que ces actions deviennent pour nous, nous avons la force de résister. Et c'est une manière pour nous de se faire exister.
Agir en fonction de nos valeurs, être intègre et ressentir de la joie est une manière de résister à nos difficultés et aux oppressions. Je reviens avec mon histoire de leadership narcissique. Parce que vivre dans la joie et dans l'allégresse ne veut pas dire d'être centré sur soi-même. Je pense qu'il faut continuellement se transformer, apprendre sur soi, ne pas laisser nos émotions, nos traumas, nos blessures entacher les relations que nous avons avec les autres. Le leadership demande de se remettre en question, de voir l'inconfort comme une source d'apprentissage, la vulnérabilité comme une possibilité de connexion avec les autres et avec soi. Le leadership demande du courage et de la responsabilité. C'est accessible à toutes et à tous, j'en suis convaincue. Et pour moi, c'est une pratique aussi. Vous savez, comme danseuse, j'ai été habituée de travailler chaque jour pour que mon geste devienne fluide et signifiant, pour qu'à travers mon âme et mon art, je puisse esthétiser un peu la vie. Et pour moi, le leadership, c'est ça aussi. Le leadership, c'est se mener soi-même, marcher avec soi-même. Et c'est grâce à ce chemin que j'ai parcouru aujourd'hui que je peux, au lieu de me défendre devant d'autres personnes, mais garder toute mon énergie pour agir sur les causes qui m'intéressent aujourd'hui. Vous savez, comme femme afro-descendante aujourd'hui, je ne trouve pas que ma présence est anodine, qu'elle est neutre. J'ai été tiraillée pendant plusieurs jours, toute la semaine. Ça m'a réveillée toute la nuit. Je me disais que j'avais un rôle, en fait, précis ici, que j'aurais dû parler d'antiracisme, de décolonisation, d'anti-oppression. J'ai été tiraillée en pensant que le temps que je prenais ici, j'aurais dû le prendre à parler d'autre chose que parler de mon propre cheminement. Pourtant, c'est ce cheminement que je vous ai partagé aujourd'hui qui m'a donné la force, le courage, la détermination pour, après une année en poste à l'Assemblée canadienne de la danse, de mener un projet de 5,2 millions pour soutenir les danseuses et les danseurs au Canada en développant des manières audacieuses de rendre cette aide accessible pour les personnes qui méritent l'équité. Donc finalement, ce n'est pas si banal. Merci de m'avoir écouté.